Laurent Roland, Tourniquet, bonjour. Ahmed Arikba, amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland, Tourniquet, ce matin, dans la presse, beaucoup de titres. Retour notamment sur l'actualité relative à la relecture du code électoral et cette sortie du groupe parlementaire BR. Le quotidien Le Matinal en parle par exemple. Ainsi, relecture du code électoral, le BR, pour des solutions plus globales. De quelle solution plus globale parle le BR? De toute façon, on sait très bien que à l'allure où vont les choses, après la relecture du code électoral, on passera, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, à la révision de la Constitution. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on invente. Parce qu'en réalité, quand vous regardez le code électoral, il y a des dispositions dans le code électoral qui font appel à deux dispositions dans la Constitution, malheureusement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, indirectement, on est en train d'aller vers une révision de la Constitution, mais on passe par le code électoral. Sinon, que si ce n'est que régler le problème du parrainage ou bien des parrains pour la présidentielle de 2026, la Cour, dans un premier temps, a déjà réglé le problème en disant que c'est les députés élus en 2023 qui devraient parrainer. Mais on constate que même au cours des échanges avec les députés et les démocrates, le chef de l'État, pour lui, suggérerait que ce sont les députés élus en 2026 qui parrainent les candidats à la présidentielle de 2026. Oui. Déjà là, il y a un problème. Et si on doit s'entendre sur ça pour dire que c'est les députés élus en 2026 qui vont parrainer les candidats à la présidentielle, cela suppose qu'alors, il faut nécessairement aller toucher le code électoral. Bon, maintenant, pour une solution plus globale dont parle le BR, c'est que oui, eux-mêmes, ils comprennent, c'est qu'indirectement, ils ne veulent pas le dire, mais ils savent très bien qu'il faut aller plus loin dans la Constitution. C'est d'ailleurs ce que dit justement le bloc républicain. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller justement, il vaut mieux procéder à une révision de la Constitution. Justement, mais ils ne le disent pas clairement. En fait, tout le monde, même le chef de l'État n'a pas voulu le dire. Le chef de l'État a d'ailleurs dit que son objectif n'est pas de demander de réviser la Constitution, mais qu'après, si les députés s'entendent pour le faire, eh bien, pour lui, l'essentiel, c'est qu'il y ait consensus autour de l'opération. Oui, de toute façon, à ce niveau, il y aura un problème. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, le chef de l'État qui a été clair quand le président du groupe parlementaire blanc républicain a fait part de cette manière de voir les choses. Donc, au niveau de cette formation, le chef de l'État a été clair en disant que oui, pour lui, il ne s'agit pas de révision de la Constitution, mais que si après, donc, les députés s'entendent pour le faire, eh bien, il ne s'y opposerait pas. En fait, c'est un jeu en réalité qu'on fait. Oui, on dira oui que c'est un jeu politique. Non, c'est pas qu'on dira que c'est un jeu politique. Mais rapportons les faits tels quels. Oui, c'est ce que je dis. Nous avons l'obligation d'éclairer les gens, de dire... Parce que le chef... Les gens qui sont dans l'obscurité, peut-être, le chef est en train de dire que ça ne viendra pas de lui. Mais il sait au fond de lui que ceux qui sont en train de demander au niveau de la relecture du code électoral appellent révision de la Constitution. Il n'y a pas autre chemin. Parce que d'abord, regardez, il est précisé, hein, quand vous regardez, vous lisez le code électoral, il est précisé la date à laquelle on doit organiser les élections législatives communales présidentielles. Et dans la Constitution, c'est précisé aussi la même date. Cela suppose que quoi? Si on doit agir et dire que c'est les députés élus en 2026 qui vont choisir le président et les candidats à la présidentielle, déjà, il va falloir voir si on ne va pas décaler peut-être les dates. Il faut revoir les dates. Voilà, à ce niveau déjà, il y a un problème. Qui demande à ce qu'on passe justement je pense, de 2 semaines plutôt que de 5 jours, par exemple, ce qui permettrait de corriger tout simplement toute la situation. Voilà. Procéder à une relecture du code électoral qui ne réglerait que le problème peut-être de manière ponctuelle. Voilà, donc il faut régler de manière plus globale, il faut aller réviser la Constitution, il faut régler ce problème. Sans toucher évidemment au fameux verrou des 2 ans qui donne de la crainte à tout le monde, dans la classe politique et pas que. Oui, là n'est pas le problème, parce que moi je dis une chose. Vous savez, pour la révision de la Constitution, il faut une majorité donnée. D'accord? Vous savez, tel que les choses se passent là, nous tendons vers une période de blocage, malheureusement, qui va arriver. Je ne suis pas oiseau de mauvais augure, je ne suis pas mauvais prophète, mais je vous dis, si on ne sait pas faire, on ira arriver à un moment donné où il y aura un blocage. Je m'explique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quoi? Les démocrates sont d'accord qu'il y ait relecture du code électoral. OK? Mais ne sont pas d'accord pour une révision de la Constitution.
en l'état. Là, ils ne sont pas d'accord. Ils vont s'entendre peut-être sur la révision de la relative du code électoral, mais quand ils vont finir de faire la relative du code électoral, il faut renvoyer ça à la Cour constitutionnelle qui doit en tout cas, confirmer la constitutionnalité ou non. Justement. Et donc, pour confirmer la constitutionnalité ou non, la Cour constitutionnelle va demander maintenant aux députés de retourner à l'Assemblée nationale, toucher la Constitution d'abord, avant qu'on ne puisse valider. Parce que si on touche le code électoral à l'État, ce ne serait plus conforme à la Constitution votée en 2019, modifiée en 2019. Et donc, à ce niveau, est-ce que les députés du Parti des démocrates seront d'accord pour qu'on procède à une révision de la Constitution? Est-ce qu'on aura la majorité exigée pour avoir la révision de la Constitution? Ce n'est pas évident. Et donc, à ce niveau, on sera dans une situation de blocage où on ne pourra pas évoluer. À qui ça va profiter en son temps? Point d'interrogation. Oui, autant d'interrogations, mais après, je pense qu'on a en droit de se demander justement qu'est-ce qui empêche en réalité de réviser la Constitution, si tant est que c'est seulement concernant cet aspect de la chose. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi a insisté le groupe parlementaire Bloc républicain. Nous sommes sur un terrain politique. Si tant est qu'on veut régler le problème des parrainages et qu'on veut justement trouver une solution plus globale, allons au niveau de la Constitution, réglons-le à ce niveau-là et ne réglons que ça. Alors, et quand on sait que le chef de l'État a été clair sur les craintes des uns des autres par rapport justement aux fameux deux mandats, je pense qu'il n'y a plus de crainte en réalité à avoir. Moi, je pense qu'à un moment donné, une chose, et c'est bien clair, c'est parce que les députés du Parti démocrate ou bien les démocrates également veulent, dans une certaine mesure, cette révision de la Constitution, cette relecture du Code en réalité. Sinon, en réalité, moi, je me pose la question de savoir en quoi est-ce que le Code-là les empêche d'aller aux élections en 2026? C'est ça le véritable problème. Parce que, c'est vrai, ils ont exprimé un besoin de relecture du Code. Mais en réalité, ce Code-là qui est là, qui leur a permis d'être élu député en 2023, en quoi est-ce que ça les dérange d'aller d'abord aux élections en 2026 et après penser s'il y a possibilité de toucher et de toucher? Parce qu'en fait, cette relecture du Code voulue par même les démocrates est aussi un piège pour eux-mêmes. Parce que c'est à ce niveau que tout va arriver. Quand on lit bien le code, on se rend compte qu'aller aux élections de 2026 avec le dit code, cela ne fonctionnera pas forcément. Comment? Parce qu'il y a dans le code, justement, pour les questions de parrainage, il y a un petit flou. Non, mais il y a un petit flou, et c'est d'ailleurs pour cela que s'il n'y a pas de flou, s'il n'y a pas demande qu'il y ait relecture. Non, s'il n'y a pas eu de flou en 2021 et que avec les députés à qui, à la cause de Patrice Talon a eu les députés en son temps, et ils ont distribué les parrainages à qui ils veulent à un moment donné, mais que les démocrates ont réussi à avoir 28 députés aujourd'hui, en réalité, à ce niveau-là, ils n'ont pas de problème de parrainage à leur niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec là-dessus? Là-dessus, oui, mais après, quand on sait qu'il y a les élections générales, qu'il y a donc, je pense, les législatives et les communales, et qu'après cela, la présidentielle arrive, 2 mois après, si je ne m'abuse, la question c'est qui parraine qui? Mais la Cour a été claire. Oui, la Cour a tranché, mais il faut une solution plus globale. Non, mais c'est ce que je vous dis. La Cour a tranché, mais il y a un piège pour les démocrates parce que quand les autres estiment que c'est les députés de 2026 qui doivent parrainer et qu'eux-mêmes ils rentrent dans ce jeu, c'est là où on veut les avoir. Parce qu'en réalité, ils auraient pu se dire, bon, écoutez, non, écoutez, nous ne sommes pas d'accord. Fonctionnons avec ceux de 2023, c'est ça? 2023, pardon. Fonctionnons avec ça d'abord et après on verra. Parce que si vous-même vous suivez, parce que vous regardez vous-même, vous voyez, parce que vous voulez... Parce qu'après la relecture du code électoral, il n'y a pas autre chose à faire, il faut aller réviser la Constitution. Parce que c'est les articles, il y a des articles qui ont leur source dans la Constitution, malheureusement. Et donc, l'un dans l'autre, ça doit arriver. Et en quoi est-ce qu'une fois de plus, je repose la question, cela dérange de réviser la Constitution? Ça doit déranger en ce sens que ceux qui voulaient, parce que ceux qui ont voté, modifier la Constitution pendant 2019, les mêmes qui ont modifié, sont les premiers à vouloir qu'on touche encore la Constitution. Oui, pourquoi? Oui, en quoi est-ce que cela dérange si on se rend compte qu'il y a matière à réviser? Si vous savez, si on se rend compte qu'il y a matière à réviser, si vous savez très bien que vous avez si on se rend compte que oui, à un moment ou à un autre, on a fait une erreur, donc il est temps de la corriger. Non, mais justement, c'est là le véritable problème, parce que vous n'aviez pas de pression derrière vous. Mais vous n'avez pas pris le temps de bien faire les choses au point où vous... Oui, c'est pour vous dire quoi? Est-ce qu'à la limite, ce n'est pas justement une preuve de grandeur d'esprit? Reconnaître, oui, qu'on a fauté à un moment. Et donc aujourd'hui, on est prêt
on reconnaît et on est prêt à corriger. Vous êtes assez intéressant. Mais non, mais non, après, peut-être que je dis des bêtises. Non, non, vous êtes assez intéressant. D'accord. Non, de toute façon, moi je crois que les gens doivent pouvoir faire très attention parce que cette révision relève du code électoral entraîne d'office la révision de la Constitution et à ce niveau, tout peut arriver. Tout peut arriver, j'insiste là-dessus. Non, de quoi est-ce qu'on a autant peur? Nous sommes sur... Ah non, attention. Mais écoutez, vous rejoignez peut-être, en fait, votre lecture de ce matin rejoint peut-être ce titre du quotidien Matin Libre que je partage avec vous, vœux de consensus et de paix, trop tôt pour croire en talent. Ah oui, mais c'est trop tôt pour croire en talent. Vous êtes totalement d'accord? Je suis d'accord que c'est trop tôt pour croire en talent. Vous pensez qu'il y a peut-être un jeu de dupes? Je ne dirais pas un jeu de dupes, mais j'estime que oui, il faut faire attention. Il faut être sur ses gardes parce que Patrice Talon, c'est l'homme averti. L'homme averti qui a toujours un tout à jouer dans sa JVC, en tout cas un tout dans son sac à jouer. Donc, c'est pas évident qu'il faut aller dormir sur ses lauriers et penser que, bon, Patrice Talon... Quand le chef de l'État, justement, initie ces rencontre les groupes parlementaires et même donc celui de l'opposition, il leur fait part de sa volonté de trouver un consensus autour de la relecture du code électoral et peut-être plus loin de la Constitution, même s'il a dit clairement au Bloc républicain, il n'a pas l'intention, son intention n'est pas d'aller forcément à la révision de la Constitution. Et quand il prend également le soin de dire, oui, mais rassurez-vous, j'ai dit que je ne ferai pas plus de 2 mandats, la Constitution ne me le permet pas, donc je ne le ferai pas. Arrêtons avec eh bien, cette histoire qui, à la limite, ne rend pas service au Bénin sur le plan international, sur le plan de l'image et de ce que représente pour la démocratie. Après tout ça, on reste quand même dubitatif et on continue de se méfier. Écoutez, les exemples, il y en existe un peu partout dans le monde entier, notamment en Afrique. Oui. Patrice Talon n'est pas le premier. Mais ici, c'est le Bénin. Ah non, mais écoutez, attention. Bon, ok, ici, c'est le Bénin. Il a dit qu'il fera le job en 5 ans. Il est où maintenant? Oui. Mais il fait son second mandat? Il n'a pas non, mais outrepassé. Je ne parle même plus de la Constitution. Je parle de la parole donnée. Okay. En réalité, si je parle de ce principe, il faut faire attention. Oui, mais on se rappelle bien de ce qui s'était passé. Il a été, à l'époque, il a été suscité. Mais oui, mais oui. Ok, d'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous attendais sur ce terrain. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour vous dire. On l'a tous vécu dans le pays. Non, non, non. Vous savez, oui, mais sa candidature a été suscitée. Mais voilà. Tout comme la candidature de son ami est suscitée actuellement. Si vous le voulez, si vous voulez faire cette comparaison. En fait, vous savez. Nous avons très bien Patrice Talon dans certaines mesures, mais ça ne nous empêche pas d'être prudents en réalité dans ce que nous voyons. Et qu'est-ce que vous craignez en fait? Non, moi, le grand problème, c'est même pas moi. Dites-nous la vérité, qu'est-ce que vous craignez? Non, non, je ne crains rien. Le problème pour moi... Que crée l'opposition? Le problème pour que crée l'opposition? Non, je ne suis pas opposant. Je suis pas selon vous. Je suis pas de... Non, je suis acteur et citoyen béninois. Oui, je dis selon vous, que crée l'opposition? Je suis citoyen béninois après tout et avant tout. Et une situation de force, de coup de force de la part de Patrice Talon peut amener d'autres problèmes dans le pays. Bien sûr. Donc pour ça, j'ai le droit d'être prudent et aussi de le prévenir aussi pour dire de faire attention parce que c'est son image qui est en jeu, parce que l'histoire retiendra négativement son nom. Donc quand je parle, je ne parle pas au nom des opposants, mais je parle en tant que citoyen d'abord et je parle maintenant en tant que journaliste objecteur de conscience pour rappeler au chef qu'il a des obligations constitutionnelles à respecter. Il a aussi un nom à laisser à la nouvelle génération, à la postérité. Donc c'est ça mon problème. C'est pour ça que je dis en réalité, oui, nous sommes en face d'un chef d'État, mais écoutez, le pouvoir, c'est comme l'opium. Quand ça vous prend parfois, vous ne vous contrôlez pas. Quand ça vous prend parfois, vous n'avez, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas, vous ne pensez qu'à vous, autour de vous, à la limite, et parfois vous faites des erreurs. Mais Alpha Condé a combattu la Lansana Conté tout le temps dans son pays, mais il est venu au pouvoir. Mais vous pensez que ça a été facile pour lui aussi de pouvoir promettre et après se retrouver à faire un 3e mandat? Ouattara a dit plus que ça quand même. Mais tout récemment, il a inauguré un point pour dire que ça vaut encore un nouveau mandat. Mais c'est pas... Il y a des cas comme ça. C'est une petite pique non, mais attendez. Petite pique à l'opposition. Non, attendez. Donc vous pensez que Ouattara est prêt à partir? Ben, j'attends en 2025 pour voir s'il va partir véritablement. Donc, pour vous dire quoi? Il faut être prudent avec les acteurs politiques. Et c'est ça qui doit motiver notre travail, pour lui rappeler que, attention,
tu as fait ce que tu peux, on te célèbre déjà. Parce qu'à travers ces réalisations, qu'on ne le veuille pas, il faut reconnaître en Patrice Talon un homme de développement. D'accord. Mais après ça, il ne faut pas que ça prenne trop la tête et qu'on pense que, bon, on est indispensable et qu'on est éternel. Non. Vous avez une durée à passer à la tête du pays et vous passez le témoin à quelqu'un d'autre. C'est tout. Vous avez évoqué le nom de Olivier Bocom dans vos propos tout à l'heure, Laurent Roland Tonenquès. L'emblème du jour au titre ce matin, Conflit Talon Bocor 2026, la paix des braves. Tant il est vrai qu'il semblerait qu'au détour de ces rencontres, le sujet de la suscitation de la candidature de Olivier Bocor a été abordé avec les députés de la mouvance. De toute façon, que Patrice Talon soit en guerre tranchée avec Olivier Bocor ou pas, je pense que si, évidemment, les gens doivent rejeter Patrice Talon ou le dauphin de Patrice Talon, je crois que ce n'est pas Olivier Bocor qu'il faut choisir non plus. Malheureusement, et je le dis, parce que pourquoi je le dis? Je le dis parce que Bocor est resté avec Patrice Talon pendant pratiquement 7 ans, 8 ans, d'accord? En fait, la question n'est attendez. pas de savoir si vous soutenez ou non cette suscitation de candidature, en fait, parce qu'il n'y a pas encore de candidature. Si vous soutenez ou non cette suscitation de candidature. En fait, c'est pour dire quoi? La question, que les gens ne nous fassent pas une victime. Voilà. En fait, que les gens ne nous fassent pas... Qu'on ne crée pas une victime. Qu'on ne crée pas une victime. Qu'on ne se joue pas de nous, comme certains... Parce qu'on a vu que les victimes gagnent au Bénin en 2006. On a voulu, les gens ne commençaient pas à insulter Boniaï de tous les noms, traiter de tous les noms. La victime a fini par prendre le pouvoir en 2006. Maintenant, en 2016, la victime de Boniaï est devenue président de la République. Et victime de Boniaï, hier, ami de Boniaï. Et donc aujourd'hui, ami de Patrice Talon, alter ego de Patrice Talon hier, victime de Patrice Talon aujourd'hui, ou bien adversaire de Patrice Talon aujourd'hui, les Béninois tomberont aussi dans ce piège pour faire encore un nouveau chef d'État qui finalement fera aussi sa victime après, qui deviendra président. Non, écoutez, les Béninois ont atteint une certaine maturité et doivent pouvoir avoir l'esprit de discernement pour dire si le projet de société du futur, en tout cas du candidat suscité, qui certainement, s'il est confirmé candidat, si son projet de société convainc les Béninois voteront pour lui. Mais si son projet de société ne convainc pas les Béninois, de toute façon, moi je pense qu'il ne faut pas que les Béninois se laissent berner. C'est très important. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Laurent Roland Tonenquès, autre fait d'actualité, abordé par la presse ce matin, forces de défense de sécurité et assimilés. 1114 fonctionnaires mis à la retraite d'office. Des explications du porte-parole du gouvernement sur la question. On parlait de 315 agents de police républicaine. On a parlé également de douaniers et de gardes forestiers, mais pas que, il y a des militaires aussi qui... 700, oui, et je crois qu'il doit y avoir encore une liste de 50 agents des douanes qui doit encore sortir, sauf erreur de ma part. De toute façon, il y a encore d'autres listes qui seraient encore au laboratoire qui vont sortir, peut-être, je ne sais pas. Ce sujet, j'en ai parlé avant-hier, j'ai suivi avec beaucoup de plaisir mon ami Adrien Tchomakou a abordé le sujet, lui qui avait été chargé de communication de la police républicaine. Non, pas républicaine, de la police nationale. Oui, bon, police républicaine aujourd'hui, police nationale hier. J'ai pu voir, je crois que si j'avais, en tout cas j'avais... Si vous étiez en plateau? Si j'étais au plateau, que j'avais abordé le sujet de la même manière que lui, je crois que les gens qui pensent que je suis opposant au régime allaient m'attaquer. J'ai été heureux de voir comment Tchomakou a abordé le sujet. Pour dire quoi? C'est qu'on a un peu la maison aussi. Bon, oui, non, mais au-delà de ce qu'il connaît la maison, la manière dont ça s'est passé, ça choque dans une certaine mesure. Et je vois que dans cette affaire, en réalité, est-ce que les agents qui ont été mis à la retraite d'office, est-ce qu'ils avaient connaissance de cette loi d'abord? Première chose. C'est pour ça que je voulais interpeller à tous les cadres béninois, tous les fonctionnaires, policiers ou bien fonctionnaires dans la fonction publique, les civils et autres là. Allez relire les lois qui régissent votre profession. C'est très important. Sinon, un matin, vous allez venir au boulot, on va vous donner une notification de retraite. Malheureusement, et ça va arriver. Et imaginez ces personnes qui ont été mises à la retraite d'office, même s'il y a des allocations à leur payer. Écoutez, ça va pas être comme la même chose. Vous imaginez,
pour aller à la Surtout retraite. quand on n'est pas préparé justement à aller. Vous avez 30 ans de service à faire. C'est ça. À partir de la 27e année, et que vous commencez par avoir en tête que dans 3 ans, vous finissez. Dans 3 ans. D'accord, vous finissez. Et donc là, vous, psychologiquement, vous vous préparez vous-même. C'est ça. Mais dans le cas d'espèce, vous n'êtes même pas préparé psychologiquement. D'ailleurs, vous avez vu le communiqué de la police républicaine. On a convié les gens à la police républicaine et puis après, on leur a notifié ça, tac, et puis quelques jours après, on a sorti la notification. Donc, psychologiquement, ils ne sont pas préparés pour ça. Et on les surprend de cette manière. Imaginez les séquelles psychologiques déjà. Morales sur ces personnes. Émotionnelles sur ces personnes. Ce que ça va créer dans l'environnement, sur eux-mêmes, dans une certaine mesure. Et malheureusement, je crois que ceux qui conseillent Patrice Talon le conseillent mal. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais je sais qu'au moins dans l'entourage de Patrice Talon, il y a des gens qui sont des regradés, qui le servent et qui ont fait plus de 20 ans de service. Mais pourquoi ils sont en poste si on doit remercier ceux qui ont fait 20 ans de service? Il y a des gens qui sont en poste, des gens qui sont admis. Vous reconnaîtrez que comparaison n'est pas raison. Non. Cette décision répond forcément à une certaine volonté du pouvoir en place. On parle de réforme au niveau justement des forces de défense et de sécurité. Si on fait réforme, alors pourquoi ceux qui ont fait plus de 20 ans, qui sont là, on les laisse alors, on va chercher ceux qui ont fait 19 ans, plus ou bien 20 ans. Mais il faut aussi commencer par l'entourage du chef de l'État. Ceux qui ont fait 20 ans aussi, ils méritent d'aller à la retraite d'office. Là, on parle politique. Là, on parle politique. Voilà. Donc, vous faites bien. Là, on parle politique. Et donc, je ne vais pas aller plus loin en disant que, oui, pour certains aussi, quand on regarde la liste aussi, on est en droit de se poser la question, pourquoi? Pour ne pas aller dans le détail, ils comprennent mieux que moi. Pourquoi des gens ont été mis d'office à la retraite. Ils vont justifier ça à leur manière. Le porte-parole justifiera de sa manière. Ceux qui est sur ses chefs ne lui diront pas tout, lui aussi également. Donc, oui, mais on ne lui dira pas tout quand même. Donc, pour vous dire quoi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant faire attention. Parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle la loi sur l'embauche qui était déjà une menace pour l'employé béninois. L'employeur a tout pouvoir. L'État pourrait se lever, puisque au niveau de la fonction les civils, on peut se lever pour leur dire, bon écoutez, à partir de là, compte tenu de certaines choses-là, on vous licencie et puis vous avez 3 mois, c'est entre 3 mois et 9 mois. Donc on vous donne ça et puis paf, vous allez vous débrouiller. Et, écoutez à la SB2E, allez demander ce qui se passe actuellement. Des gens ont été obligés de démissionner tout simplement, plutôt que de ne pas se retrouver dans l'organigramme de la SB2E après pour se retrouver sur le carreau, sont obligés de démissionner tout simplement pour partir de leur gré. Pour vous dire que le mal est profond aujourd'hui, ce qui se passe. On ne peut pas me dire que c'est question de ressources parce qu'on continue de recruter. Chaque fois, on recrute, mais en même temps, on dit qu'on veut faire réforme et on essaie de mettre des gens à la retraite d'office ou on les contraint à la démission ou un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a un problème. Et le pouvoir, ceux qui conseillent Patrice Talon, sur ces terrains, dans ces domaines-là, doivent faire très attention. Parce que ce faisant, vous grossissez... C'est vrai qu'on grossit le rang des frustrés, justement, de la République. Voilà, vous grossissez le rang des frustrés. Et ces frustrés vont s'ajouter peut-être à vos opposants. Parce qu'il y a une seule bataille pour ces personnes qui sont mises dans la retraite d'office. C'est peut-être d'aller militer aux côtés de quelqu'un qui a envie de gagner les élections en 2026, que la personne gagne. Pour venir aux affaires, d'une manière ou d'une autre. Oui, que la personne gagne les élections, qu'ils aillent saisir. Parce que là, s'ils saisissent la Cour constitutionnelle, rien ne dit qu'ils auront raison, mais qu'ils aillent saisir la Cour constitutionnelle qui va les rétablir, et on va leur payer des droits encore et les rétablir. C'est la seule option qui leur reste maintenant. Mais pour parler à cette option, c'est qu'il faut nécessairement que quelqu'un qui viendra au pouvoir, soit peut-être acquis à leur cause, qui les comprennent avec qui ils ont milité. Donc, en réalité, soit Patrice Talon... Vous pensez que là, le gouvernement de la rupture vient de prendre une autre, on va dire quoi, décision impopulaire? Oui, c'est une décision impopulaire. Qu'on le veuille pas, c'est une décision impopulaire. Ils vous diront que ce n'est pas impopulaire, vous trouveront des arguments pour se justifier. Mais au fond, ils savent au fond, parce que peut-être que quand ils le faisaient, ils n'ont pas compris les enjeux. Mais là peut-être ils sont en train de se rendre compte. En même temps, ça change très bien que c'est les gens qui se disent que rien ne leur est impossible. C'est peut-être qu'ils se disent que ce n'est pas impopulaire. Et donc, quel qu'en soit ce qui va se passer, que c'est quelques 1000 personnes renvoyées, en tout cas mis à la retraite d'office, que ça représente quoi finalement? Donc, ils n'ont pas peur parce que peut-être compte sur leur stratégie pour dire en 2026 qu'il pleuve ou neige, on gagnera encore les élections. Donc, s'ils ont cette mentalité, c'est qu'il faut se dire que ça ne pose aucun problème. Mais c'est oublier
On ne peut pas s'empêcher de penser aux fameux vous en souffrirez, mais vous ne pourrez rien faire. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça et on ne peut pas s'empêcher. Il ne faut pas oublier que seul Dieu le met dans des circonstances. On ne peut pas s'empêcher de faire allusion aussi au fait que dans un contexte où le Bénin justement fait face quand même à sa manière, à la crise liée au terrorisme et tout ça, en grossissant le rang des frustrés justement, surtout qu'il s'agit là des forces de défense et de sécurité, c'est aussi un gros risque quand même que prend le pouvoir. Oui, c'est un gros risque d'insécurité. Qu'on ne le veuille pas, c'est un gros risque dans... Parce qu'on en connaît même qui, en fonction déjà, malheureusement, contribuent aussi à l'insécurité. Donc, si aujourd'hui, il y en a qui sont mis à la Moi, je me suis posé la question parce que si on doit mettre les gens à la retraite, c'est parce que je sais qu'avant, il y avait ce qu'on appelle le départ volontaire. Justement. Les gens partaient de leur gré et puis on leur donnait un certain nombre de choses. Mais ici, maintenant, c'est l'État qui choisit, qui fait la liste et qui vous contraint à la retraite. Et il faut quand même préciser, oui, qu'ils sont indemnisés. Mais je dis... Par rapport indemnisés. Et mais... après, oui, quand on a fini d'aller dans l'autre sens, allons maintenant dans le sens contraire. Oui, vous êtes censé faire 30 ans, mais vous faites 20 ans. On vous met à la retraite d'office, vous avez encore 10 ans peut-être pour vous adonner à une autre activité et vous êtes rétribué d'une manière ou d'une autre, vous avez une allocation en bonne et due forme par rapport à cette retraite d'office. Vous pensez que c'est facile de trouver du boulot comme ça? Je n'ai jamais dit ça. Mais quand vous dites que vous avez encore 10 ans pour trouver un autre boulot, pour trouver un autre c'est parler comme si c'est comme si le Bénin est devenu un marché ouvert, à ciel ouvert d'emploi dans tous les coins. Vous nous direz qu'ils viennent s'ajouter peut-être à tous ces jeunes, ces millions de jeunes béninois qui sont au chômage et qui cherchent de l'emploi au quotidien. Des gens qui ont fait la police, qui ont fait la douane, qui ont fait l'armée béninoise de toute façon, et qui ont 20 ans de service. Vous leur trouvez quel job facilement comme ça? Des officiers, des sous-officiers. Vous leur trouvez quel job facilement? Même au plan international, aux Nations Unies, les missions des Nations Unies, ce n'est pas aussi ouvert, aussi facile qu'on trouve job quand même là-bas. Donc ce qu'on dit, c'est plus profond que... Parce que c'est l'argument peut-être qu'ils vont trouver qu'ils ont encore 10 ans et qu'ils peuvent se trouver d'autres opportunités. Mais quelqu'un... Parce qu'en vrai, il faut le dire, ce n'est pas une fatalité. C'est possible. C'est possible. C'est possible pour quelques-uns. Voilà. Quelques-uns. Sur la multitude, c'est quelques-uns qui pourraient avoir la chance de se reconvertir peut-être. Ou de se reconvertir. Donc, il y a un mal profond. Malheureusement, c'est-à-dire que quoi, il y a un certain nombre de personnes qui sont parties cette année. Je crois que ceux qui auront bouclé 20 ans de service en 2025 doivent pouvoir commencer à se préparer psychologiquement. Parce que... Si tant est qu'on entend attendre l'an prochain, avant de frapper de nouveau. Non, il paraît que pour l'agent des gens, dans le lieu de 30 qu'on lit, c'est 80. Donc peut-être qu'une liste de 50 personnes peut sortir après. Un peu plus tard. Mais de toute façon, si vous avez 19 ans de service, commencez par vous préparer psychologiquement. Parce qu'à tout moment, on peut venir frapper à votre porte pour vous dire « out ». Laurent Roland-Toninquès, le gouvernement est interpellé également par rapport à l'annonce d'un nouveau festival du Vaudon à Porto Novo, Fraternité, et qui, attention, le Bénin est un pays laïque. Oui, je crois que même si j'ai apprécié les initiatives pour l'organisation des Vaudons dans une certaine mesure, et en mettant l'accent sur le côté culturel, je crois que ce n'est pas une raison de continuer à montrer à tout prix que c'est le Vaudon, c'est le Vaudon, c'est le Vaudon. On me dira que c'est notre identité, d'accord, mais de toute façon, il y a que nous sommes dans un pays laïque et c'est bien consigné dans la constitution du Bénin. Quand je vois le chef de l'État faire ce qui lui plaît, ce n'est pas mauvais en soi. Mais dans une certaine mesure... Le chef de l'État qui a rappelé qu'il est chrétien catholique de confession. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Vous savez, ce n'est pas que les chrétiens catholiques qu'il y a au Bénin. Et ce n'est pas que les vaudouisants qu'il y a au Bénin. Combien de fois on l'a vu dans les autres confessions religieuses? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous l'avez vu? Vous savez, j'ai reçu... Est-ce que vous l'avez vu le 25 décembre à Saint-Michel-Céleste, par exemple? Non? J'ai reçu dans le courant de la semaine passée une jeune artiste sur la Musical Info, sur Radio Diaspora FM, la 102.3.
qui me disait d'ailleurs que elle a remarqué que le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas encore pensé réellement aux artistes de la musique gospel. Pour dire que oui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour faire la promotion de la culture, des artistes, de la musique et tout, mais que oui, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le gouvernement sur ce terrain. Je pense que ça rejoint d'une manière ou d'une autre ce dont on parle, la laïcité de l'État. Oui, il n'y a pas que le vaudou à promouvoir, peut-être il faut penser à promouvoir d'autres religions. Non, je crois que ce débat des artistes gospel qui ont réclamé le fait de n'avoir pas été sur des événements. Je crois que c'est un faux débat. Ils ne peuvent rester dans leur coin. S'ils veulent adorer Dieu, ils n'ont qu'à adorer Dieu. Si les gens ne vous font pas oui, mais appel, ils ont aussi besoin de gros cachets. Non, écoutez. Et ce sont des Béninois aussi. Écoutez. Ce sont des artistes béninois aussi. Mais trouver des mécènes pour organiser des spectacles gospel. Oui. C'est très simple. Si les autres mécènes organisent leurs concerts et ne font pas appel aux artistes du gospel, c'est que vous devez pouvoir prier, vous, pour que quelqu'un soit suscité dans le rang des chrétiens pour organiser un concert gospel pour vous financer également. Oui. C'est pas impossible. Le privé, d'accord, mais le public aussi. Allez, ce n'est pas le sujet. Revenons sur le sujet. Donc évoqué par Fraternité. Non, je crois que le chef de l'État, en tout cas ce qui se fait aujourd'hui, on doit pouvoir faire très attention pour que d'autres religions, confessions religieuses ne se sentent pas lésées et dire que oui, le chef penche trop du côté. À un moment donné, quand on fait ça, il y a une religion qui pense qu'elle a plus de privilèges que les autres. Et c'est là que commencent les problèmes, en fait, au niveau des confessions religieuses. On parle de dialogue interreligieux. Donc, on doit travailler à ce que, si le chef veut alors être affiché dans le couvent de Vaudou, ou bien quand on veut le voir prendre la première communion, en tout cas sa communion, à l'église catholique, ça veut dire qu'il doit pouvoir être en mesure d'être le 25 décembre prochain à Semer avec les Célestes. Sur la plage. Il doit pouvoir s'arranger pour être à Dessa l'année prochaine, en décembre, au chevet des chrétiens évangéliques de l'Union Renaissance d'Homme en Christ. Pourquoi pas. Ou aller à Togon avec les évangéliques de l'Assemblée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que quoi, s'il choisit désormais d'aller, c'est qu'il doit s'arranger pour aller partout. Après, il faut préciser que faisant la promotion du vaudou, c'est l'aspect justement culturel qui est mis en avant. Ce n'est pas le culturel, ce n'est pas le religieux, c'est un élément de tourisme. Donc, faisons la part des choses. Non, en fait, quand vous dites ça, moi je suis d'accord, je l'ai dit une fois. Voilà, donc, je suis d'accord pour la promotion du faisons la part des choses. Oui, mais c'est même parce qu'on fait la promotion du culturel qu'on va aussi mettre autant d'efforts en réalité en montrant... Vous pensez qu'on en fait trop déjà quand on fait les Vaudou Days et qu'après on annonce aussi un festival des arts Vaudou pour Porto Novo en août? C'est déjà abusé selon vous? On en fait trop déjà. Le gouvernement interpellé aussi ici, libération du périmètre de 80 hectares situé entre Togouin et Adunko. Le gouvernement donne un ultimatum de 15 jours. Amnesty International crie au respect des droits de l'homme. Oui, je crois que Amnesty International continue de faire son travail et puis le gouvernement continue de foncer. J'ai envie de dire, le gouvernement continue de foncer tête baissée, sans pouvoir écouter, sans pouvoir regarder à gauche et à droite. Je dis toujours, l'homme, l'humain, au cœur des actions de développement, c'est très important. Parce que quand vous réalisez les infrastructures, c'est les hommes qui l'utilisent. Et c'est les hommes qui passent sur les voies, c'est les hommes qui utilisent, qui vont se rendre dans les hôtels, qui vont visiter les places touristiques, tout cela. Mais quand vous voulez faire tout ça et que vous voulez multiplier, en tout cas ignorer ce qu'est le capital humain dans une certaine mesure, je crois que ça pose un problème. J'ai comme l'impression que parfois on veut réaliser des infrastructures pour d'autres personnes qui viendront d'autres pays. Non, au-delà de tout, les premières personnes qui seront là seront toujours des Béninois. Donc il va falloir, dans une certaine mesure, réfléchir sur la possibilité de mettre l'homme au cœur, au centre de tout ce que nous faisons. Au-delà de tout, nous apprécions à juste titre ce qui se fait, mais pour autant, on ne doit pas oublier que les hommes, puisque vous voyez ceux dont on parle, les gens se sont installés dans ces zones-là depuis des années. Il y a des gens qui ont payé, qui ont acheté les domaines. Il y en a qui n'ont pas acheté, mais pendant des années sont là, dans une certaine mesure. Et
si aujourd'hui on estime que des gens ne sont pas propriétaires terriens, c'est la faute à qui? C'est la faute au régime passé. L'État étant une continuité, même si les autres régimes n'ont pas cru devoir dégager en son temps ces personnes et que ces personnes ont passé du temps là, dans une certaine mesure, parce que la terre appartient à qui? Aux premiers occupants. Vous allez nous parler des premiers occupants. Oui, mais écoutez. Mais la terre appartient d'abord et avant tout à l'État. Mais ok. Mais à un moment d'appartenir aux premiers occupants. Mais ça appartient à l'État. Vous êtes d'accord. Mais de toute façon, d'abord à l'État. Au-delà de tout, ça appartient aux premiers occupants, dans une certaine mesure. Et donc, quand c'est comme ça, moi je pense qu'il faut trouver un moyen de réinstallation de ces personnes. C'est très important. Et si on doit prendre des domaines chez les gens qui ont acheté ces domaines aussi, il faut qu'on trouve la formule pour payer à juste titre. Payer en tout cas le vrai coût. Il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on a fait à Gojigbe pour l'aéroport, mètre carré 75 francs là. Il ne faut plus faire ça, plus jamais ça. Un projet qui peine à voir le jour. Qui verra le jour bientôt. Qui finira par voir le jour, on l'espère. D'Haïbi Info, on reste avec le quotidien. Excès de vitesse sur les axes routiers dans le Zou. Le commissaire d'Agongouento et ses hommes s'en préoccupent. On se rappelle d'ailleurs que dans le courant de la semaine, dans le Zou, toujours, il y avait eu cette affaire de multiplication des motels et chambres de passage dont on se plaignait. Laurent Roland Torinquès. Oui, je crois que j'étais allé à... le lundi ou le mardi. Je passais... J'ai vu... je crois que j'étais sur Zim. Je devais aller au nord, j'ai fait escale à Boycon. Et j'ai vu, je suis passé, Zim m'a pris par un détour, une voie assez tortueuse. Et j'ai vu chambre de passage, mais chambre de passage encore dans ce coin-là. Donc je crois que celui qui a dit qu'il y a multiplication n'a pas tort. Ben écoutez... on en a besoin un peu partout. Il paraît que c'est l'activité qui marche le plus ce jour. Dans le Zou? Non, pas le Zou, pas que le Zou. Un peu partout au Bénin, malheureusement. Voilà une idée peut-être d'entreprise pour... Non, pour vous peut-être, sur le sujet. Mais pas pour moi. Donc, moi, pour les essais de vitesse, je pense sincèrement que les gens roulent très mal sur la voie, surtout quand vous voyez comment les bus conduisent sur ce tronçon-là. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on régule la circulation à ce niveau pour éviter les essais de vitesse parce que d'ailleurs, même quand vous regardez comment les bus démarrent ici, et puis quand ils démarrent comment vous appelez, du parc de Boycon là, pour partir, c'est pas facile. Hein. Quand vous suivez un peu, la vitesse n'est pas bien. C'est très important. Maintenant, c'est aussi pareil pour les habitants de la région aussi, hein, qui conduisent parfois très mal. Bien sûr. Quand vous voyez comment ils conduisent, vous tombez des nues, quoi. C'est pas possible. Merci à vous, Laurent Roland Toné.